Bonjour et bienvenue à Entre nous Estival. Nous serons ensemble pour une demi-heure encore une fois. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Treva Cousineau, une grande militante de la francophonie ontarienne que vous connaissez sûrement. Et Treva, tu me permets d'aller dans toutes les questions et j'aime beaucoup ça parce que tu es très ouverte. Et j'ai envie de te demander, est-ce que la diététique t'a choisi ou c'est toi qui as choisi la diététique? Parce que c'était ta profession. C'est toute une question. Qui a choisi qui? Je pense que c'est moi qui l'ai choisi et vraiment par hasard. Parce que quand je suis arrivée à Ottawa, je m'en allais étudier pour devenir enseignante à l'élémentaire, à l'école normale. J'ai passé 3 jours à l'école normale et je n'aimais pas ça. Et le lendemain, en fin de soirée, je passe sur la rue Waller. Et puis, il y avait des ouvriers dans un édifice. Les portes étaient ouvertes et je suis rentrée. Et j'ai appris après que c'était ce qu'on appelait le poulailler, l'ancienne faculté des arts de l'université, et qu'il y avait à l'intérieur de la construction pour un nouveau programme qu'ils appelaient dans le temps sciences domestiques, donné par les dames les sœurs de la congrégation de Notre-Dame. Alors j'ai passé une demi-heure avec les religieuses, elles me contaient, elles me parlaient du programme, des cours d'études, et j'en suis sortie fascinée, où je suis allée à ma résidence et j'ai appelé mon père et dire... au lieu d'une année à l'école normale, voulez-vous me payer mon cours universitaire? Mon père m'a dit, j'en parle à ta famille et je te rappelle. Et le lendemain, il a rappelé et c'était un go. Et j'ai été fascinée par les cours et par la suite, je vacillais entre enseigner et diététique. Et c'est pour ça que j'ai fait les deux. Je me suis qualifiée comme diététiste et j'ai fini mon cours pour enseigner. C'était au secondaire dans le temps, mais donc qui m'a choisi, je ne sais pas. de tout ce que tu viens me raconter là, je retiens ton côté énergétique. Et puis si on revient un peu à, on va dire à ta jeunesse et tout, à quel moment toi, ton implication a commencé dans la communauté franco-ontarienne? Mais c'était beaucoup plus tard. C'était vraiment, je pense, quand j'étais à Timmins, une fois mariée et élue au conseil scolaire, où 80% de nos élèves étaient dans des cours francophones. Le conseil d'administration, le conseil scolaire était fait de, je pense, on était 8-9 membres, là. Il y avait un anglophone et tout se passait en anglais. Et ça m'avait frappé qu'on était responsable pour 80% de notre clientèle francophone, nos professeurs aussi, mais on parlait anglais en réunion. Puis des fois, il y avait quelques membres qui avaient même de la difficulté à s'exprimer en anglais. Et je pense que c'est là que je suis devenue conscientisée qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour garder notre francophonie. Ça s'est arrivé bien plus tard parce que tu me dis que tu étais mariée et tout. Donc ça veut dire que peut-être dans ta jeunesse là, il n'y avait pas vraiment, je veux dire, des personnes qui se positionnaient pour défendre la francophonie. Et j'étais peut-être tout simplement ignorante. J'ai fait mon cours élémentaire à Kirkland Lake, dans une école de langue française. On avait des amis anglophones. Chez nous, tout se passait en français. Mes parents étaient francophones, les deux. Mon secondaire était à l'Académie Sainte-Marie de Haileybury chez les religieuses. Tout était en français. Peut-être que je n'ai pas le souvenir, mais je me souviens jamais que les religieuses nous ont dit qu'il fallait
conserver notre français, se débattre pour le français. S'ils l'ont dit, ça ne m'a pas frappé. À l'université, la plupart de mes cours étaient en français. Il y en avait en anglais. Nos manuels étaient presque tous anglais. Et on était, sur le campus, on était autant francophone, comme la réalité de francophonie, c'était pas quelque chose dont on parlait. J'écrivais pour la Rotonde, puis j'écrivais pour le Fulcrum aussi, le journal anglais. Alors, puis quand j'ai commencé à enseigner, moi j'enseignais au secondaire. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de secondaire francophone, sauf privé. J'ai enseigné en anglais mes premières années, moi. Mais c'est vraiment au conseil scolaire que je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on se débatte. Et puis en même temps, ça me fait réaliser, puisque tu l'as dit tantôt, autant où est-ce que tu allais à l'école avec chez les sœurs, là, et elle aussi, elle prônait pas le fait de promouvoir la francophonie, de la défendre même. Et je suppose que peut-être aussi les parents en son temps avaient du mal à avoir ces genres de conversations avec leurs jeunes, ce qui est vraiment contraire aujourd'hui. Oui, définitivement. Alors, quand tu as commencé à t'engager dans la communauté francophone Tréva, par quoi est-ce que tu as commencé? Après le conseil, qu'est-ce qui est venu ensuite? Bien, je pense que c'était tout le temps que j'étais à Timmins. Je me souviens très clairement qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de discussions sur les municipalités d'expression française, le droit des francophones dans les municipalités. Et je me souviens quand Sudbury s'était déclaré officiellement bilingue, et on était un petit groupe à Timmins, un de mes grands amis qui est décédé maintenant, justement l'époux de Ginette Gratton. On avait décidé qu'on voudrait faire passer un arrêté par la ville, que la ville était officiellement bilingue. Et on y a travaillé. C'était facile. Presque tout le monde parlait français. C'était une grosse majorité francophone. On avait toutes sortes de signatures sur un document qu'on allait présenter au conseil municipal. Et puis, il est arrivé à Timmins, c'est une grosse réunion de Citizens for Fair English ou quelque chose comme ça. La terminologie m'échappe, là. C'est pas ça que ça s'appelait dans le temps, mais c'était ce groupe-là. Et première chose qu'on a su, la ville était divisée. Au point où Daryl et moi, avec notre fameux projet, on l'a même retiré parce qu'on voyait qu'on était pour faire des grosses divisions à l'intérieur des familles et des associations de la ville. C'était la première fois, je pense, que j'ai reculé devant un défi. Mais ça aussi, ça m'a marqué beaucoup. Parce qu'on croyait automatiquement que notre ville était bilingue. Et ça n'a pas fonctionné. C'est un des échecs de ma vie. Mais non, je pense pas que c'était un échec, tu me permettras de le dire, parce que tu commençais à peine dans le militantisme. Donc je suppose que ça t'a donné du courage pour aller de l'avant, en fait, de plus te faire arrêter par un défi. Bien, peut-être, parce que évidemment, on apprend de nos erreurs, là, si on veut dire. Mais peut-être plus que toute autre chose, ça m'a conscientisé au fait que si on veut conserver des droits et en obtenir plus, il faut être militant, il faut travailler. Il faut s'entourer de gens comme nous qui sont prêts à y travailler. En tant que militante en ce temps-là, tu commençais à peine, oui, mais tu étais quand même tu étais maman de 6 enfants, tu avais une famille à t'occuper. Comment tu arrivais à gérer ça? Parce que moi, dans mon entendement, et puis je te vois dans la communauté, en tant que militante, là, tu es partout. Tu fais beaucoup de réunions, tu fais beaucoup d'événements. Comment tu arrivais à gérer ta famille dans tout ça? Bien, je dois dire que quand les enfants étaient jeunes, j'avais une femme à la maison régulièrement. Là, elle était là toutes les journées. C'est elle qui préparait la plupart des repas.
quand j'allais à l'extérieur de la ville, elle gardait mes enfants. J'ai aussi un mari qui a appris à comprendre que j'avais besoin de ça. En fait, c'est sa faute à lui si je suis devenue conseillère scolaire et c'était mon premier engagement. Je te raconte une petite anecdote. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. OK. C'est que il est arrivé à la maison une fois quand on avait 4 enfants. Oui, oui, 4 enfants. Et puis, j'étais à genoux à frotter le plancher de cuisine, puis il est arrivé avec un petit sous-plat sur lequel il était écrit « For this, I spent 4 years in college » avec un point d'interrogation. Il me donne ça en cadeau, une petite chose qu'il avait ramassée en s'en venant de l'ouvrage, je ne sais pas. Puis moi, je me suis mise à pleurer. Puis là, il dit, ben voyons, je ne vais pas te faire pleurer, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, André, regarde, je frotte des planchers. Toutes mes années d'études, puis je frotte des planchers. J'ai rien, j'ai pas de sortie. Ben, il dit, fais quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, il y a des élections au conseil scolaire, là, présente-toi. Je dis, André, personne ne me connaît. Je viens d'arriver à Timmins. Et lui, il m'a dit, ton nom va t'élire. Parce que son père était avocat avant lui. Lui était avocat, bien connu. Alors, je me suis dit, ouais, mais son nom. De toute façon, je me suis présentée aux élections, j'ai été élue. Et je lui ai toujours dit que je lui dois ma première élection, mais les autres, c'est moi qui les ai méritées. Mais de toute façon, c'est là où je me suis engagée dans ma communauté. Et comme je dis, j'avais une dame à la maison, un mari qui comprenait, et j'ai beaucoup d'énergie. Je suis une personne qui ne dort pas beaucoup, qui est en bonne santé, même à mon âge. J'ai juste beaucoup d'énergie, alors il faut que ça bouge. Tu sais quoi, Treva, je vais te garder avec moi, on va prendre une pause. Et juste après, là, tu vas me donner tes astuces pour comment tu fais pour garder ton énergie. Et je vais garder aussi nos téléspectateurs avec moi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. De retour à Entre nous Estival, je continue toujours ma discussion avec notre grande militante de la francophonie ontarienne, Treva Cousineau. Et Treva, avant la pause, tu me partageais que tu avais beaucoup d'énergie. C'est pour ça que tu en faisais toujours plus. Et puis moi, j'ai envie de te demander comment tu arrives à garder cette énergie-là que tu as toujours eue. Comment tu arrives à la cultiver même? Je ne fais rien. C'est moi. C'est génétique. Je ne fais rien de spécial. Ma mère est décédée à 97 ans. Elle vivait seule dans son appartement. Elle voyageait en Floride tous les hivers, seule. Elle avait sa place à elle en Floride. Elle n'est jamais... Je me souviens une fois, je pense qu'elle avait 95 ans. Puis j'étais allée la visiter, puis elle m'avait montré une résidence. Elle m'a dit, c'est là où je vais aller quand je vais être vieille.
Je l'ai regardé à 95 ans, mais je me dis, c'est quand est-ce qu'on est vieux? Et j'ai décidé qu'on n'est jamais vieux. On peut être aîné, mais ça ne veut pas dire qu'on est vieux. Et je pense que j'ai tout simplement l'énergie que le bon Dieu m'a donnée, pour laquelle je le remercie. C'est bon, c'est tellement bien dit là. Et puis, ton énergie te permet de t'engager dans tellement d'affaires. Moi, depuis mes premiers pas dans la francophonie, parce que j'ai appris à la découvrir, j'ai entendu ton nom plusieurs fois. Je t'ai vu à plein d'événements. Et puis, j'ai envie de te demander là, si tu repenses là tout de suite, c'est quoi l'événement ou le projet qui t'a, toi, le plus marqué dans ton militantisme? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. Hein? Évidemment, aujourd'hui, c'est le MIFO qui me passionne. Je pense à... Il y a peut-être deux choses qui sont vraiment importantes pour moi. Les monuments de la francophonie. Et ce n'était pas mon idée, comme vous savez, c'est voyons, mon ami, puis là, j'oublie son nom. Je pense qu'il y avait un de tes amis, oui. Alain, excuse-moi, Alain. C'était son idée, mais il s'est entouré des personnes qui pouvaient faire arriver le projet. Et le fait que ça grandit et que ça fait des petits aujourd'hui, là, c'est quelque chose où je me dis que ça valait vraiment la peine d'y travailler. C'est un fameux beau projet. Et c'est un projet qui nous unit, qui nous honore, qui démontre notre place à tout le monde. C'est tellement un beau projet. Et peut-être l'autre projet où je me sentais très engagée puis capable de faire avancer, c'est le rapport de la gestion d'éducation en langue française qui a recommandé au gouvernement la création des 12 conseils scolaires. C'était pas les 12 qu'on a eus, mais c'était 12 conseils scolaires de langue française. C'était une étude qui a été extraordinaire avec une équipe tellement compétente puis tellement dévouée. C'est un autre projet qui me tient à cœur. Parce que c'est ça que je rappelle, j'ai lu... C'est ça, j'ai lu beaucoup sur toi, Treva. J'ai essayé de faire quelques petites recherches là. Et la plupart de tes entrevues là, vraiment, tu mets un point d'honneur sur l'éducation. Est-ce que c'est parce que pour toi, c'est super important de vraiment encadrer la relève de la francophonie? Oh, évidemment. Enfin, je suppose. Évidemment. C'est à travers l'éducation qu'on va motiver nos jeunes puis qu'on va les encourager à eux s'engager puis à conserver notre français. Puis le fait que j'ai... C'est tellement bien dit, là. J'ai beaucoup aimé mes années d'enseignement. Je n'ai pas enseigné longtemps, mais j'ai beaucoup aimé enseigner. Et peut-être que si j'étais restée fille, par exemple, j'aurais peut-être passé toute ma vie dans l'enseignement. Moi, je suis un petit peu comme Édith Dumont, là. Je crois beaucoup à notre jeunesse, puis c'est là qu'est notre avenir, évidemment. Ouais. Et ça sait que tu crois beaucoup en la jeunesse, là, parce que, oui, tu t'impliques dans l'éducation, mais il y a aussi le fait que, en tout cas, j'aime bien cette approche que tu as, d'aller souvent discuter avec les plus jeunes, oui, peut-être pour les sensibiliser, mais pour voir aussi comment eux, ils perçoivent la francophonie de nos jours. Tu sais, il y a plein de jeunes qui sont engagés. Je pense déjà tout de suite à William Burton, avec qui tu as voulu même travailler pour le projet Ottawa Bilingue. Oui, eh bien, c'est un jeune homme qui, évidemment, est un exemple. Ça, c'en est un qui en a de l'énergie et puis qui croit à ce qu'il fait, puis qui a voulu ouvrir les horizons des jeunes à l'engagement, puis à la musique française, puis tout ce qu'il fait, là, c'est extraordinaire. Souvent, les gens me demandent est-ce que les jeunes ont un avenir? Oui, puis sont encore mieux que nous, sont plus ouverts, ils ont moins de crainte, je ne sais pas. Nous, on était peut-être un peu plus sobres, mais notre jeunesse d'aujourd'hui, elle est vaillante, elle est forte, elle est dynamique. J'y crois.
Mais oui, c'est vrai qu'est-ce que tu dis là, la jeunesse elle est vaillante, elle est dynamique. Et puis aussi, je pense que le fait que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la discussion se fait ouvertement et sans tabou, sans peur en fait, que ce soit dans les salles de classe, que ce soit même avec les parents. Quand on y pense tout de suite à la manifestation franco-ontarienne en 2018, là, est-ce que tu te rends compte du monde qu'il y avait? Il y avait même des tout bébés de 1 an et demi qui étaient aussi présents. Et ça, c'est des affaires qui restent dans la tête. Oui, il y avait des très jeunes, il y avait des très âgés. C'était vraiment tout un événement. Et puis quand je pense encore, dernièrement, ils ont envoyé par YouTube là, le défilé de la Saint-Jean l'année passée à Québec. Oui. Puis, je l'ai regardé à nouveau, puis je me suis dit, moi, j'étais pas allée, mais quand je vois le dynamisme du groupe qui était là, et puis le fait qu'à l'Assemblée nationale, on a hissé notre drapeau, là. Moi, je le vois encore, le drapeau devant l'Assemblée nationale. Quel geste, grâce à nos jeunes, vraiment, là, qui ont voulu Félix là, avec toute son énergie. C'est très bien. Oui, et puis de plus en plus, là, ils ne s'arrêtent pas. Ils font bouger les choses. Tu as parlé du défilé de la Saint-Jean de l'année précédente. Il y a aussi le fait que, comme tu parles des jeunes, je vais revenir un peu à William Burton parce que c'est ça qu'il fait actuellement sur les différents réseaux sociaux avec sa nouvelle page Le Réveil. En fait, c'est vraiment interpellant. Et même des personnes, je vais dire les devanciers dans les combats pour la préservation de la francophonie accompagnent ces jeunes-là. Donc, ils se sentent soutenus et ils sont mieux outillés pour pouvoir porter leur voix plus haut. Et ça, c'est important. Absolument, absolument. Et je sais que les dirigeants de l'AFO comptent beaucoup sur les jeunes aussi. Puis même quand tu regardes l'AFO d'Ottawa, déjà, c'était des personnes plus matures à la tête. Là, c'est une jeunesse qui est pleine d'énergie, puis de bonnes idées, puis regarde comme ça roule bien. Ouais, c'est tellement vrai aussi. Tu sais, je sais que tu t'impliques aussi beaucoup, ou du moins tu t'es donné aussi comme mission avec Dialogue Canada de faire entendre tous les francophones, en fait, de tous bords, au travers de cet organisme-là. Comment ça fonctionne avec vous autres? Bien, Dialogue Canada, comme tu sais, l'objectif, c'est la bonne entente entre tous les peuples. Donc, c'est français, anglais. Autant Dialogue va défendre les intérêts des anglophones minoritaires au Québec, autant il va défendre les intérêts des francophones. Notre conseil d'administration, il y a des anglophones, des francophones. Des fois, on parle français, des fois, on parle anglais. Tout ce qu'on produit, c'est dans les deux langues. On a travaillé beaucoup pour Ottawa bilingue pour deux raisons. Parce que, premièrement, c'est la capitale du pays. C'est un pays officiellement bilingue. Il fallait que la capitale soit officiellement bilingue. Ça, c'est... Et notre gros effort, on savait que l'autre groupe travaillait avec les regroupements francophones, les professionnels francophones. Nous, on a surtout travaillé avec les anglophones pour aller chercher leur support, leur appui. Et je pense que c'est en partie tout ça, c'est pas nous qui avons réussi, c'est Nathalie Desrosiers, mais c'est parce qu'on a été capable de fournir des appuis de part et d'autre. Et de la part de Dialogue Canada, c'était surtout les anglophones. Ouais. Et c'est bien que tu mentionnes que vous battez ou vous défendez tous les groupes minoritaires, qu'ils soient anglophones ou même francophones. Mais j'ai mis un accent sur tous les francophones tout à l'heure dans ma question parce que j'avais envie de te demander quel regard tu poses sur pas l'immigration, mais la francophonie multiculturelle, je devrais dire, d'aujourd'hui à celle qu'il y avait auparavant dans ton temps quand tu étais jeune. Bien, quand j'étais jeune, moi, le multiculturalisme, ça me disait rien. Dans mon école, tout le monde était blanc. On n'avait pas de visage. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas du tout. Même quand je suis partie de Timmins il y a 30 ans, il y avait 2 familles francophones.
Monsieur Nelson, un enseignant avec son épouse et une autre enseignante du côté anglophone, Hetty Graff. Donc, il y avait une petite Graff noire, puis dans ce temps-là, Raoul, est-ce qu'il y avait des enfants? Peut-être qu'il y en avait, mais ils ont dû être jeunes. On ne connaissait pas. Comme quand les enfants sont déménagés ici à Ottawa, ils n'en revenaient pas. On avait un voisin asiatique, un autre voisin de couleur probablement africain. Puis ça, c'est toute une autre réalité. Puis aujourd'hui, quand tu regardes nos salles de classe, c'est un mélange de tout. Et tant mieux, parce qu'il y a des gens qui nous apportent une richesse. Dans mes amis, j'ai une Marocaine, j'ai une Africaine. Leur culture nous développe. On apprend, premièrement, on apprend à se comprendre, à s'entendre, à se respecter. On apprend toutes sortes de choses. Alors, c'est vrai que notre pays change. On ne peut pas le nier. Mais notre pays s'enrichit des différentes cultures qui nous arrivent. C'est vrai qu'il y a des fois des choses qui se passent qui sont pas bien, comme ce qu'on vient de voir d'horrible aux États-Unis. Mais il faut passer par-dessus, puis il faut voir ce qui est bon et bien dans ce que les gens nous apportent. Tu sais, hier encore, je pense à la télé, ils m'ont dit... Hier encore, il va nous rester 1 minute 30. Oh, mais non, c'est juste que je voulais mentionner qu'ils nous démontraient les gens qui ont fait leur assermentation canadienne et leurs expressions de gratitude et de joie d'être chez nous. Ça nous frappe, ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment fort. Qu'est-ce que tu dis là? Parce que, veut pas, souvent, on entend des commentaires. Pour nous autres qui sommes immigrants, on entend des commentaires comme on n'a pas besoin de vous. Ça, je me suis fait dire pendant la manifestation franco-ontarienne du 1er décembre, mais d'entendre des personnes qui ont des messages et des pensées positives par rapport à toute la richesse que les autres francophones peuvent apporter au Canada, ça fait plaisir à entendre, Treva. Merci beaucoup. Treva, je ne sais pas si tu es encore là, mais tu sais, je vais prendre quelques secondes là pour te remercier d'avoir partagé tout ça avec moi, avec toute la communauté franco-ontarienne. Et j'aimerais te dire que toute la communauté franco-ontarienne est très fière de toi. Merci beaucoup. T'es bien fine, merci. Alors oui, moi je me suis fait un plaisir de parler avec Treva. Si vous voulez avoir des infos sur Dialogue Canada dont elle est la présidente, je vous invite à visiter leurs réseaux sociaux ou bien le www.dialoguecan.ca. On se voit à une prochaine émission d'Estival. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je m'entretiendrai avec Nancy Flansberry, intervenante énergétique. Elle partagera son vécu et vous expliquera ses interventions éthiques en énergie. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Encore jeune, saison estivale vous propose d'aller à la rencontre de Jean-Claude Bergeron, le propriétaire et le fondateur de la galerie Jean-Claude Bergeron. Encore jeune, édition estivale, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com.
OK, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. Je vais retourner à mon ancien truc de fusain que j'utilise pour dessiner. Quand je mets des personnages, c'est très utile. Ça dessine mieux qu'une spatule. Alors aujourd'hui, nous allons peinturer les cyclistes sur la piste cyclable le long de la rivière Rideau et avec les belles maisons à l'arrière-plan. Alors, je commence avec mon dessin au fusain. Alors, j'ai mon avant-plan ici. J'ai ça comme ça. Il y a justement un vélo qui est passé. Alors, maintenant, ça c'est mon cycliste. Les maisons. Il y a une maison ici. Avec les trois lucarnes. Et ici le devant.
Alors, on a notre dessin de fait. Maintenant, on va commencer à appliquer la couleur. Alors l'important, c'est le personnage dans cette peinture-ci. Le reste, c'est secondaire. Le reste va supporter le personnage. Alors tout est secondaire. Alors c'est pas des couleurs criantes. Ça va être des grisés. Bon, lumière qui éclate.
Maintenant, le ciel. Il faut mettre le ciel bleu. Bleu, pas trop bleu, un bleu-gris. Bon, maintenant, je m'aperçois que j'ai été un peu trop hâtif là-dessus. J'ai mal planifié mon affaire. Qu'est-ce qui arrive? Le personnage ici, il perd sa place principale, puis il est en compétition avec tous ces jeux de lumière dans l'arrière-plan. Alors, on va essayer d'adoucir l'arrière-plan en faisant des glacis. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Si ça va atténuer un peu le... Alors je mets un glacis violacé qui est l'opposé du jaune pour atténuer le jaune. Alors on peut voir que ça aide un peu. Puis ça va peut-être faire quelque chose d'intéressant, on va le voir. Quand vos glacis sont appliqués trop de façon épaisse, ben, ils vont avoir tendance à couler. Alors, il faut faire attention. Il va y avoir des coulisses. À ce moment-là, il s'agit de mettre votre toile à l'horizontale pour empêcher ça. Maintenant, je vais mettre le glacis partout sur la toile. Et je vais tenir un peu ma toile à l'horizontale pour
empêcher que ça coule trop. Ça sèche assez vite, ça sèche très vite. Alors, ça a eu l'effet, comme on peut voir, ça a eu l'effet d'adoucir tout le paysage, excepté le personnage. C'est la seule place que j'ai pas mis de glacis. Alors, la couleur demeure et ça ressort beaucoup mieux. L'arrière-plan devient flou, aucune forme ou seulement que des suggestions de forme. Alors, c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant, moi je trouve. Alors là, on peut appliquer des petits coups de couleur pour terminer la toile. Voilà mon cycliste. Maintenant, il y avait des arbres. Maintenant, cet arbre-là, je pense que je vais le continuer en avant ici.
La correction, je pense que ça a été pas si mal. La correction, c'est beaucoup mieux qu'auparavant, je trouve. Alors, on pourrait dire que c'est une peinture impressionniste. Ça donne l'impression de quelque chose. Comme toute peinture, on pourrait travailler là-dessus des semaines de temps. Mais je pense que le mieux de tout, souvent, c'est de recommencer complètement à nouveau. Et comme je dis toujours, la meilleure façon de terminer une peinture, c'est d'en commencer une autre.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Salut la belle gang! Je m'ennuie, que j'ai hâte de vous retrouver, que la vie est bizarre en ce moment. On prend ça un jour à la fois. Je vous souhaite un bel été. On se retrouve très bientôt. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Qui nous donnait un peu la perception qu'on franchissait un pays, finalement, quand on se rendait au Château Montebello. La qualité de gens qui s'en viennent ici, qu'ils soient anglophones ou francophones, c'est le même genre de monde pour moi. Nous n'étions pas divisés par la rivière, mais unis par les ponts. Nous, les vieux, on va disparaître. Il faut avoir la relève. Lorsqu'on pense à Montebello, on pense évidemment à son château qui représente l'un des plus imposants bâtiments en bois rond au monde. Mais pour ceux et celles qui ne savent pas où se situe Montebello, l'accès principal se fait par la route 148 qui traverse d'est en ouest cette région de la vallée de la Petite-Nation. Et même si la population de Montebello dépasse à peine les 1000 personnes, une histoire fascinante s'y rattache et M. Pierre Hyperciel nous en dévoile plusieurs aspects. Bien, l'histoire de Montebello, je dirais que c'est une belle histoire qui commence officiellement vers 1660, à l'époque où la Compagnie des Indes occidentales, qui était une compagnie, un agent de développement du territoire, parce qu'on est en régime français en 1660, la Compagnie des Indes occidentales concède une seigneurie à Monseigneur de Laval, qui était à Québec à ce moment-là. Et ce qui est intéressant de retenir, c'est que c'est la dernière seigneurie qui a été concédée par la Compagnie des Indes occidentales. Et deuxièmement, c'est la plus à l'ouest. Les seigneuries se sont développées le long du Saint-Laurent et le long de la rivière Outaouais. Alors, c'est la dernière qui a été concédée ici, donc 1660. Elle a appartenu, cette seigneurie-là, à l'évêque, au petit séminaire de Québec, au chapitre de Québec. Là, une histoire très compliquée. Mais c'est finalement au début du 19e siècle que Joseph Papineau achète une première section, puis 2 ans après, l'ensemble de la seigneurie. Et c'est donc le père de Louis-Joseph qui se porte acquéreur de cette seigneurie-là. Et ce n'est qu'au début du 19e siècle qu'elle sera développée, qu'elle sera mise en valeur. Et curieusement, c'est un événement, c'est un événement politique et militaire qui se passe en Europe, qui est le déclencheur. C'est vers 1804, 5, 6, Napoléon Bonaparte qui impose un blocus à l'Angleterre, le blocus européen, qui fait en sorte que l'Angleterre n'a plus accès en Europe pour se trouver des produits, des matières premières, et particulièrement le bois. On sait à l'époque que l'Angleterre est une grande puissance navale, donc avec des industries importantes de construction de bateaux. Et comme on n'a plus accès à la matière première, l'Angleterre à ce moment-là décide d'acheter son bois, particulièrement du pin et du chêne, au Canada. Alors, Joseph Papineau a évidemment saisi cette occasion-là et c'est à ce moment-là, vers 1806-1807, qu'il envoie le premier groupe de colons pour venir commencer à l'exploitation de la seigneurie, parce que la seigneurie ici, à cette époque-là, est très riche en pin et en chêne, et c'est exactement les 2 essences qu'il faut pour bâtir les bateaux. Alors, ça commence donc début du 19e siècle dans l'exploitation forestière. Et là, je vous parle uniquement du territoire de la seigneurie ici. Donc, à cette époque-là, c'est un grand territoire qui fait 5 lieues de front, c'est-à-dire à peu près 15 000, par 5 lieues de profond, à peu près 15 000 également. Géographiquement, ça va du village de Facette jusqu'au village de Plaisance. Alors, quand on parle de la seigneurie, c'est ce territoire-là qui se développe donc tranquillement. Bon, les institutions vont suivre lentement.
Une première étape importante est 1831, l'érection, ce qu'on appelle l'érection canonique de la paroisse de Montebello, qui, à cette époque-là, ça ne parlait pas paroisse de Montebello, mais ça s'appelait paroisse Notre-Dame de Bon Secours. La première église est construite. Et à cette époque-là, c'est pas un curé résident, c'est un missionnaire, M. Rupp, le missionnaire Rupp, qui était un sulpicien. Et assez paradoxalement, cette paroisse-là, depuis ce temps-là, a appartenu à 4 diocèses. Ça s'explique de la façon suivante. En 1831, le territoire ici est desservi par le diocèse de Québec. Donc, la paroisse appartient au diocèse de Québec. Quelques années après, Monseigneur Lartigue à Montréal ouvre le diocèse de Montréal. La paroisse appartient à Montréal. En 1847, quand est fondé le diocèse d'Ottawa, la paroisse est rattachée au diocèse d'Ottawa. Et finalement, en 1963, quand le nouveau diocèse Gatineau est mis sur pied, la paroisse a fait partie de ce diocèse-là. Donc l'église, la première église de Montebello, la première petite chapelle, date de 1831. Bon, vont suivre graduellement les institutions scolaires. La première école sur le territoire de la seigneurie ici est construite à Papineauville. Maintenant, c'était une école, curieusement, pour anglophones. Et la majorité des colons ici étaient francophones. Alors, 2 ou 3 ans après, il y a une autre école qui s'ouvre à Montebello. Et graduellement, comme ça, se développe la vie dans la seigneurie ici. Entre-temps, Joseph Papineau, le père, avait vendu la seigneurie à son fils, Louis-Joseph, qui est un homme politique du 19e siècle extrêmement important. Mais il est propriétaire de la seigneurie, mais il n'a pas le temps de s'en occuper, parce que lui, il fait carrière politique à Québec. C'est son frère, Denis Benjamin, qui est l'espèce d'intendant, l'espèce de gérant de la seigneurie. Alors, c'est lui qui s'occupe de la seigneurie. Et Denis Benjamin, lui, habitait dans le secteur de Plaisance, le secteur ouest de la seigneurie, mais c'est lui qui voyait au développement de l'ensemble de la seigneurie. On se souvient de la rébellion 1837-1838. Papineau, à ce moment-là, en 1837, à la fin de 1837, il est condamné à l'exil, sa tête est mise à prix. Il s'exile aux États-Unis, il passe une première année. Et en 1839, il s'en va en France. Il revient en 1845. Il tente un retour en politique, mais c'est plus ou moins... le climat a vraiment changé et je pense qu'il n'arrive pas à percer comme il perçait avant. De sorte que, pour résumer un peu, là, vers 1850, il décide de quitter la vie politique et de venir s'installer à Montebello. Et il devient donc le seigneur en titre, si on veut, de la petite nation. Il fait construire son manoir, qui est complété vers 1855. Il fait construire aussi à l'époque une petite chapelle funéraire parce qu'il y a des membres qui sont proches de lui, qui lui sont très chers, qui ont commencé à décéder. Alors, il veut les enterrer près de lui. Et en 1855, donc, il est ici, en permanence, avec sa femme, au manoir. Le manoir est complété. Et il décide de développer Montebello. Maintenant, il y a un petit problème qui se pose, c'est qu'à cette époque-là, il y a 7 municipalités au Québec qui s'appellent Notre-Dame de Bon Secours. Alors, c'est pas très commode quand on veut écrire à quelqu'un de savoir lequel des Notre-Dame de Bon Secours. Alors, le maître de poste l'appelle, lui écrit en lui demandant de trouver un nom pour son village, ce qui faciliterait les choses. Papineau, à ce moment-là, écrit au maître de poste et suggère 2 noms. Le premier nom est un nom à consonance et à réalité amérindienne, c'est Chipaï, qui est situé au conflit. C'est un endroit géographique. En fait, ce mot-là veut dire un endroit où l'on pleure, parce que c'est l'endroit qui désigne un cimetière pour les Amérindiens, qui est situé ici au confluent de la Quinonge et de l'Outaouais. Et il suggère un autre nom, Montebello. Parce qu'à cette époque-là, Papineau appelle son manoir, sa maison, Montebello. Bon, pourquoi Papineau appelle-t-il son manoir Montebello? Où est-ce qu'il a pris ce nom-là? Il existe un certain nombre de théories là-dessus. Moi, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus et j'en suis venu à la conclusion, et j'ai soumis ma thèse à un certain nombre d'historiens. Je ne l'ai pas tout à fait inventé parce que l'historien Rumilly prend la même thèse aussi. À mon avis, ça vient du fait qu'en 1839, quand Papineau traverse à Paris,
pour aller chercher du secours de la France au Québec, ici en Canada. La personne qui est ministre des Affaires étrangères à Paris à cette époque-là, c'est Auguste Napoléon Lannes, duc de Montebello. Et Papineau a développé une bonne relation avec ce duc de Montebello, une relation d'amitié. Et mon hypothèse, c'est que c'est en rappel de ce nom-là, donc, que Papineau est allé chercher le nom de Montebello. Alors, le maître de poste, donc, devant les deux noms que lui suggère Papineau, retient Montebello. Et donc, à partir de 1855, ça s'appelle Montebello. Donc, 1855, l'ouverture du village. Il y a, je pense, une étape importante après où la seigneurie se divise un peu comme en 3 blocs, parce que c'est immense comme territoire. Le secteur sud de la seigneurie, je dirais, il y a le bloc qu'on pourrait appeler à l'ouest, qui comprend le village de Papineauville, la paroisse Sainte-Angélique et le village de Plaisance. Ces 3 municipalités-là sont ensemble après 1855 et se séparent. Du côté est, il y a Montebello, la paroisse Notre-Dame de Bon-Secours et la paroisse de Facette, qui forment une seule et même municipalité. Et au nord, on a le bloc Saint-André-Avelin, village et paroisse et Notre-Dame de la Paix à l'époque. Donc, dans la deuxième moitié du 19e siècle, ces 3 blocs-là se forment. Plus tard, ils vont se rediviser. Par exemple, le bloc qui nous préoccupe ici, Montebello, va se rediviser entre Montebello village, la paroisse Notre-Dame de Bon-Secours et puis Facette. Les étapes sont à peu près les suivantes. En 1878, le village de Montebello est devenu assez important. Il y a beaucoup de monde qui habite. Et les gens du village trouvent que leurs intérêts ne sont pas les mêmes que les cultivateurs de la campagne et ils demandent d'être incorporés en village. Ça se passe en 1878. Et Facette fera à peu près la même démarche en 1918. Parce qu'à cette époque-là, en 1918, Facette est un village industriel qui, à l'époque, je crois, compte plus de monde que Montebello à cause du développement industriel important. Donc, se divise, lui aussi se sépare en municipalités. Alors, le bloc de l'Ouest, finalement, devient 3 municipalités, Montebello, Notre-Dame de Bon-Secours et Facette. À l'époque des années 1870, il y a eu le train qui passait ici par la compagnie Canadien Pacifique. Oui. Ça a eu un impact vraiment important. Oui, ça a eu un impact énorme parce que quand on retrouve dans les correspondances des Papineau, c'était une méchante équipage, une méchante épopée de partir de Montréal et venir dans la petite nation ici. D'ailleurs, Julie Papineau, la femme de Louis-Joseph, aimait pas le manoir ici. Elle trouvait ça trop loin, puis elle appelait ça la butte au maringouin. Elle était allergique à ce manoir-là. Alors, souvent, quand il montait en voiture, souvent, il était obligé de coucher en chemin. Puis, autrement, c'était le bateau. Et quand arrive en 1870, le train, vers les 1870, ça devient un moyen de communication important. Et on a de la misère un peu à se replacer dans ce contexte-là. Comment on a planifié les voies ferrées à la fin du 19e siècle. J'ai retrouvé dans les lettres d'Arthur Buis des échanges de correspondance avec le curé Labelle. Et on planifiait une série de voies ferrées un peu partout. Au fond, à l'époque, on planifiait des voies ferrées comme aujourd'hui on planifie des routes. Et je vous assure que si on avait construit toutes les voies ferrées auxquelles on faisait référence dans cette correspondance-là, le Québec serait quadrillé de voies ferrées. Alors, vers les années 1870, donc, le Canadien Pacifique établit une liaison Montréal, Ottawa, Rive-Nord. Et le train, donc, coupe les belles terres agricoles de tout le monde. C'était très différent d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'à ce moment-là, Montréal devient relativement proche de Montebello. C'est une question de quelques heures pour franchir la distance. Et ça fait une liaison, autant pour les passagers que pour les produits, soit le bois ou même l'exploitation laitière. Je me rappelle quand j'étais tout petit, il y avait 2 gros producteurs agricoles ici qui allaient porter les bidons de lait au train le matin. Ça descendait à Montréal. Alors, ça devient à ce moment-là, dans les années 70, une liaison efficace et rapide entre Montréal et Hull jusqu'à Ottawa. Alors, Louis-Joseph Papineau, lui, meurt en 1871.
Et à sa mort, la seigneurie est partagée entre 3 descendants. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que le testament est très complexe, mais son fils Amédée continue d'habiter au manoir. Amédée va mourir vers 1903, en 1903. Et les descendants Papineau vont vendre la seigneurie en 1928 à un groupe américain qui, lui, ce groupe-là, va construire en 1930 ce qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelle le Château Montebello. Bon. À l'époque, c'était un club privé qui s'appelait le Seigneury Club. Et c'est cette corporation-là qui a construit le Château Montebello. C'est un club privé, donc, qui va de 1930 jusqu'à la fin des années 1960, où, à ce moment-là, le Château Montebello devient un hôtel dans le réseau du Canadien Pacifique. Et cette construction-là, donc, est importante ici, évidemment, parce que ça devient l'employeur le plus important du coin et je dirais ça développe la mission récréo-touristique qui est celle de Montebello, qui n'a cessé de se développer depuis ce temps-là. Alors que, par exemple, Facette a été plus à caractère industriel. Facette, c'est un village qui vit de l'exploitation forestière. Ici, c'est plus l'industrie récréo-touristique. C'est pas tellement grand. C'est une petite enclave que nous avons tout près de la rivière Ottawa, qui est limitée par les 2 municipalités qui nous séparent, dans le sens Facette et Papineauville, et au nord, Notre-Dame-du-Bon-Secours. C'est environ 8 km², qui est assez restreint quand même. C'est surtout un village rural. Nous n'avons pas de... Je pense qu'on a une ferme seulement sur notre territoire. Le restant, ce sont des résidents. Donc, la plupart des gens se travaillent dans des commerces de services surtout. Et puis, nous avons aussi une population assez âgée à Montebello. La moyenne est environ 58 ans. Ça inclut les jeunes. Alors, ce qui veut dire que nous avons aussi une longévité. Les gens demeurent assez en bonne santé assez longtemps, alors ça nous aide beaucoup. La densité, pas plus que d'autres endroits. Alors, nous avons 1113 résidents ici à Montebello. La plupart, ce sont des propriétaires de 70 à 72 %. Ce sont des propriétaires de bâtisses. Peut-être l'inverse dans le grand centre urbain, c'est parce que ici, c'est les vieilles familles, et puis les gens ont une tendance de construire. Alors, aussi, la construction domiciliaire est beaucoup moins chère que dans les grands centres. Une chose qu'on se vante un peu à Montebello, c'est que nous sommes à la croisée dans un triangle. Nous avons d'un côté à l'est Montréal, à l'ouest nous avons Ottawa, puis récemment, depuis quelques années, nous avons Mont-Tremblant au nord, qui est aussi un centre touristique assez important. Alors ici à Montebello, nous avons beaucoup de gens qui devient une destination pour eux. Naturellement, dans ce contexte-là, il faut regarder le Château Montebello, qui est reconnu comme étant la plus grande bâtisse en bois au monde, un hôtel surtout, qui autrefois était le Club Seigneurie, qui était un club privé, qui était aussi... disons, l'endroit idéal de vacances pour les vedettes d'Hollywood, même les personnes assez importantes dans le domaine de la royauté. Toute personne de connaissance reconnaît Montebello par son nom. Nous n'avons pas à vendre le nom Montebello. Il est reconnu internationalement, ils ne sont pas localement. Vous mentionnez aussi également qu'il y avait plusieurs commerces dans les services. Montebello, petite population, mais relativement beaucoup de commerces. Donc. Beaucoup, environ 65 commerces sur la rue principale surtout. Et beaucoup de ces commerces-là sont dans le service de restauration. Surtout, nous avons au moins une douzaine de bons restaurants qu'on est fiers d'inventer, qu'on peut s'arrêter ici. C'est peut-être dû au fait que le Château Montebello a une réputation aussi de bonne cuisine. Alors, les restaurateurs qui sont établis ici à Montebello aussi donnent une très bonne cuisine. Alors, les gens, même s'ils sont des clients au château, les conjoints aiment sortir, ou les accompagnants. Alors, ils viennent dans le village et ils mangent dans des restaurants qui, on dirait, la bonne fourchette est aussi bonne que celle du château. Alors, ça aide. Puis, ce sont surtout des services. Nous n'avons pas d'industrie lourde. Le territoire n'est pas assez grand pour ça. On veut garder aussi un sens
de balance dans l'écologie. Nous avons beaucoup de terrains, par exemple le terrain de golf du château. Nous avons aussi un petit terrain de golf ici près de la rivière. Nous avons 2 marinas, une au château et au village, un camping qui attire beaucoup les gens. Alors, l'aspect de l'Outaouais fluvial a beaucoup plus d'importance aujourd'hui qu'autrefois. Alors, les gens voyagent par bateau, viennent à Montebello, aussi bien que par la 148 d'autres destinations. Alors, c'est dans ce sens qu'on dit que Montebello, c'est un genre de joyeux pour nous autres, c'est que ça fait un pôle d'attraction. Développement domiciliaire. On est assez chanceux, le Montebello, la municipalité est propriétaire de presque tous les terrains libres au nord de la voie ferrée. Alors, nous avons un plan que nous avons développé il y a quelques années pour attirer les gens de venir demeurer ici. J'en suis peut-être un exemple primaire. Je viens d'une autre région. J'ai pris ma retraite ici, pensant naturellement être tranquille, mais je me suis impliqué dans la politique municipale. Mais de façon ou d'une autre, il y a beaucoup de gens des grands centres qui veulent avoir ce qu'on appelle la tranquillité, la qualité de vie. Ici, nous avons la verdure, nous avons la rivière, nous avons aussi des golfs, des jeux d'hiver qui existent. Puis, on a l'avantage, on n'est pas loin. Alors, j'essaie de promouvoir par un comité de développement local la vente de ces terrains-là, qui est très minime d'ailleurs. Et puis, les gens se construisent des petites maisonnettes et puis peuvent demeurer à Montebello. Mais par contre, ils peuvent avoir accès au grand centre. On parle toujours de possibilité de construction d'un pont entre Buckingham et Cumberland. Est-ce que vous y verriez des effets bénéfiques pour la région de Montebello? Oui, ça serait... Actuellement, le service de pont présentement, le service traversé, est assez adéquat, mais c'est quand même, c'est un problème. Comme celui de l'île Prince-Édouard, autrefois, il y avait le traversé, et puis l'année dernière, ils ont un pont. Ça permet beaucoup l'accès plus vite et en tout temps aux gens qui veulent de la région. Je vois ça comme un bon développement. Surtout moi, je vois dans cette région-là au moins 2-3 fois par semaine. Alors, soit que je passe par le centre de ville de Hull, qui retarde beaucoup, ou prends la traversée. Je vois, surtout, j'étais un résident d'Orléans pendant des années, alors je vois ce développement-là. Sur le côté est, surtout d'Ottawa, qui a été négligé, parce qu'il y a beaucoup d'autres ponts qui permettent, par exemple, d'aller à Elmer au centre de Hull. Mais le côté est a été négligé. Ça emmènera aussi, je pense, les personnes qui s'en viennent sur la 417 du côté du Québec, traverser plus rapidement ici dans notre côté. Vous avez entendu parler de la 50. La route 50, ça fait des années qu'on en parle. On va peut-être en parler encore des années. Il ne faut pas faire belle lurette avec la question financière des gouvernements, que ça ne soit pas une chose, ça se fait bientôt. Mais en augmentant aussi l'accès à l'Outaouais par un pont sur la rivière, tout près de chez nous, je pense que ça serait... Moi-même, je vois ça comme un développement positif pour notre région. Est-ce que vous avez des idées précises sur le genre de commerce que vous voudriez voir grandir au cours des prochaines années, je parle là, d'ici 2-3 ans, là, où vous avez peut-être un secteur de commerce là, bien précis? D'attirer ce que j'appelle la technologie de haute pointe ici à Montebello. Nous avons plus, depuis l'année dernière, d'interurbains avec les grands centres, par exemple Ottawa-Hull. Il n'y a pas d'interurbain ici? Non, depuis 1997, l'interurbain est aboli entre ici et Ottawa-Hull. Alors, ça veut dire que ces industries-là, même si elles sont localisées à Québec ou dans l'ouest du Québec ou à Ottawa, c'est un petit nombre, je peux les rechercheurs surtout, parce que ces gens-là, je les connais, ce sont des gens qui recherchent la qualité de vie pour faire des recherches. Alors ici à Montebello, nous avons tout dans l'ensemble, j'ai mentionné au préalable, la nature est ici, il y a les sports. Puis la communication est très rapide aujourd'hui, alors ils peuvent faire leur recherche. Alors moi, je leur disais toujours, 30 à 40 recherchistes qui viennent à Montebello ou dans la région, à Montebello. Ça permettrait à nos jeunes qui vont à l'université, qui font des cours, mais lorsqu'ils ont terminé, ils sont malheureusement là, s'établir à l'extérieur. On les perd. Alors, s'il y avait une industrie de main de pointe qui serait dans la région, ça leur permettrait de voir quelque chose. Puis ça, une industrie de pointe, c'est très, très net, c'est pas polluant, c'est rien. Et puis, la communication, je vais être tellement rapide. Montebello, la grosse industrie, non, ils ne sont pas intéressés. L'industrie de pointe, peut-être, c'est propre. Mais la grosse industrie, alors, facile demeurait toujours le pôle. Montebello, notre vocation demeurait la même. Puis moi, je la vois toujours à 2 volets. Une, c'est touristique et l'autre, c'est patrimonial.
Alors, ça serait... et puis Notre-Dame-Bon-Secours, eux, c'est plutôt récréo-touristique, avec le lac et la pêche qui se font sur leur territoire, ces choses-là. Alors, c'est un domaine assez vierge, c'est une réserve. Je pense qu'ils garderaient encore leur vocation. Alors, même s'il y aurait, j'appelle ça plutôt, moi, un regroupement au point de vue administratif. Parce que nous n'avons pas les moyens, les petites municipalités, d'avoir tous les services. Et puis, lorsqu'on repartit ça, il y a beaucoup de duplications. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Alors, la vocation Montebello, moi-même, si je voyais le Montebello avec le fusionnement, et je me permettrais d'être un ange avec des ailes, je survolerais la région. On aurait encore beaucoup de forêts qui demeurent. On veut garder l'aspect, disons, écologique intact. Vous avez au sud la rivière Ottawa qui n'a jamais été exploitée. Alors, avec les développements qui s'en viennent, il y aura beaucoup plus de gens qui vont avoir accès à notre région par la voie fluviale de la rivière d'Ottawa. Ça va être un plus. Et l'autre chose, bien, actuellement, on essaie de faire un parcours patrimonial qui partirait de Montebello, se rendrait à Saint-André-d'Avelin, Papineauville, Plaisance, et qui s'appellerait le parcours Louis-Joseph Papineau. Actuellement, l'Association touristique d'Ottawa a commandé une étude et sont en train de finaliser, on me dit, les plans. Alors, les gens se demeuraient dans la région au moins pendant 4 à 5 heures pour faire ce trajet-là, un parcours. Alors, je verrais les gens qui viennent ici pour se ressourcer dans l'histoire. Alors, on ne verra pas Montebello ou la région se développer au point de vue de nombre de personnes, tellement. Mais serait être reconnu pour la qualité de vie. Endroit idéal. D'ailleurs, le petit journal local qu'on a débuté l'année dernière, le titre s'appelle « Destination Montebello ». Alors, on voudrait que dans l'idée des gens qui veulent venir au Québec, bien, Montebello devient un point. De là, on aurait la répartition dans tout le territoire de la petite nation. Les gens pourraient, pendant qu'ils sont ici, aller visiter, je ne sais pas, la fromagerie de Plaisance, aller dans un autre endroit, voir qu'est-ce qui se passe. C'est de faire un point d'attraction. Puis je pense que ça a été négligé dans le passé, la petite nation. On n'a pas assez appuyé sur le fait que c'est un endroit historique et patrimonial et touristique. Après d'une heure d'Ottawa-Carleton et isolé des grands centres, Montebello vit au rythme du tourisme. Des mots ne sauraient décrire la beauté des paysages d'ici, tels les couleurs de l'automne, les scènes hivernales ou encore la chaleur de l'été. Une visite sera certainement vous convaincre. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Cette semaine, à Ma vie, mon assiette, vivre un changement au niveau de l'alimentation à l'échelle familiale et cuisiner avec nos enfants. Ma vie, mon assiette, lundi, 21h, sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.
Cette semaine à l'émission, on fait des salades modernes. On commence avec une salade de melon saveur asiatique, on fait une salade de pêche avec du balsamique et on finit ça avec une salade